Merci Jean-Charles, c'est à toi la parole. Yes, merci. Bon matin tout le monde. L'appel part, dernier appel avant les fêtes de Noël. Donc, vous faire une petite mise à jour de ce marché-là. Prix du vivant, on a arrêté de descendre. On voit vraiment que ça arrive parfois. Donc, quand on regarde la saisonnalité, surtout le comportement de l'année dernière. On avait arrêté de descendre à cette période-ci de l'année pour stagner puis légèrement remonter par la suite à partir de février. Euh, donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est à 82 sous la livre US, très près de la ligne verte qui est la ligne de l'an dernier. On le voit par contre que si on regarde les comportements des dernières années, excluant 2024, on voit quand même un comportement, une pression baissière. C'est sûr qu'à tous les années, on voit les abattages en hausse à cette période-ci de l'année, là où la demande est peut-être un peu moins présente. Thanksgiving est derrière nous. C'est sûr qu'on les commandes de Noël aussi ont déjà été passées. Mais là, si on voit, on commence à avoir une petite montée du prix du porc principalement au niveau de la découpe, qui a quand même bien rebondi dernièrement. 96 sous versus 82 sous au niveau du vivant. En termes de marge de transformation, on peut clairement voir que c'est le vivant qui lead la charge quand on regarde ça. Donc, en termes de ratio, un divisé par l'autre, là, on est à peu près à 84-85%, ce qui est pas mal faible. On était plus dans le 92-93% même en termes de ratio vivant sur découpe. Sauf que là, depuis une semaine ou deux, on est retombé de l'autre côté avec le fait que le vivant stagne, puis que la découpe a repris de la vigueur. Si on regarde un peu le comportement des coupes particulièrement, on voit que c'est principalement l'idée par les fesses, donc le jambon qui a fortement augmenté, suit pratiquement le même comportement que les prix de 2024. Donc, on est passé de prix en bas de presque 80 sous à 96 sous. Puis au moment où j'ai fait le screenshot, c'était la publication en fait du midi là, du vendredi, mais on a continué d'augmenter en termes de découpe. Donc on voit encore une pression à la hausse sur les coupes. On voit la fesse qui est en hausse, le flanc qui stabilise avec nous habitue avec une énorme volatilité, mais c'est plus vraiment le jambon, la longe, l'épaule qui explique la hausse au niveau de la découpe. Si on regarde un peu les autres coupes un peu moins importantes, ben on voit quand même qu'on est dans le top des 5 dernières années. Donc, au niveau du prix de la découpe, ça va quand même bien, ça justifie, ça tire le vivant à la hausse. En termes de production, on commence tranquillement à avoir des meilleures données avec justement la réouverture du gouvernement américain qui a été fermé pendant 43 jours. Donc là, les données sur les abattages s'en viennent de plus en plus précises. Là, on voit en fait le gros pic baissier sur la production reliée à Thanksgiving. Donc, les abattages sont en baisse de 1,1% par rapport à 2024. On est presque là au niveau de l'estimation du WASD, donc du USDA qui met à jour en fait ses estimations des abattages, la production, les poids et tout. Donc on prévoit une baisse de 1,1% aussi. On est très près par rapport à la production. On voit quand même qu'il y a eu, c'est en deux temps en termes de production puis d'abattage aux États-Unis. On voit que avant le mois d'août, on était nettement sous l'année 2024. Puis là, depuis, on voit qu'on est pas mal plus près. Puis avant Thanksgiving, justement, on était plus élevé. Là, c'est sûr qu'on a eu moins d'abattage pendant la semaine de Thanksgiving. Mais là, on devrait voir un rebond plus important à ce niveau-là. Pour 2026, on prévoit une stabilité en termes de production par rapport à 2025, ce qui était inchangé par rapport à leur dernière estimation le mois dernier. Donc, je compare rapport de novembre versus décembre, donc c'est le USD qui met à jour ce rapport-là à tous les mois. Par contre, on ne l'a pas eu en octobre
avec la fermeture du gouvernement américain. Reste qu'on voit quand même qu'on a un marché aux États-Unis qui est pas en croissance par rapport à 2024, donc on a une certaine rareté. Euh, Puis on voit que la demande a repris un peu de vigueur justement avec le prix des coupes qui est à la hausse dernièrement. Au niveau des exportations puis des positions des spéculateurs, je vais juste vous mettre un peu à jour sur où on est rendu versus la fermeture du gouvernement, combien de retard on a, puis pourquoi je ne vous les montre pas. C'est parce qu'on est encore à 21 jours de retard en termes de rapport des ventes à l'exportation. Donc, on a encore très peu de visibilité sur ce qui a été fait. Donc, on a 3-4 semaines de retard encore. Donc, au 11 décembre, donc même aujourd'hui, en fait, le 15 décembre, à 8h30, on a reçu les données d'exportation qui allaient jusqu'au 20 novembre. Donc là, on est le 15, on a déjà encore beaucoup de retard. Donc de regarder ça, c'est pas tant pertinent pour nous annoncer un peu la suite des choses. C'est sûr qu'à notre prochain appel, on va avoir rattrapé le retard, ce qui va être une chose de positif pour nous, pour essentiellement voir où est-ce qu'on s'en vient, c'est quoi le rythme des exportations versus les attentes. Donc ça, je vous dirais que on attend ça avec impatience, le rattrapage des données pour l'exportation. Spéculation, même chose. On a encore un petit peu plus de retard, même 25 jours de retard avec la publication du rapport de demain. Donc, où on va avoir les spéculateurs, la position des spéculateurs en date du 18 novembre. Donc, 25 jours de retard, c'est justement de voir que les spéculateurs ont racheté ou vendu tant de contrats en date du 18 novembre. C'est pas très pertinent pour nous. Reste qu'on peut sous-entendre beaucoup de volume au niveau de la spéculation avec la volatilité du prix du porc dans les 2 derniers mois où on avait atteint un sommet important à la fin septembre. Il y a probablement eu une liquidation importante des spéculateurs compte tenu du fait qu'on était à des sommets historiques. Mais là, on a une remontée du prix du porc, donc probablement des rachats encore de positions longues. Donc, on a revendu, on rachète. Donc, il y a beaucoup de mouvements qui se passent là. Encore une fois, notre prochain appel, on va être à jour sur l'état actuel des spéculateurs. Même chose pour l'exportation. En termes de prix mondiaux, juste vous montrer un petit overview. Donc, c'est sûr que je vous montrais les prix des États-Unis qui étaient extrêmement chers. On a, par rapport aux autres joueurs, le Mexique qui a une situation particulière actuellement. On est très élevé, on a des problèmes d'approvisionnement, surtout au niveau des fesses, donc le jambon, ce qui explique la force de la coupe. Aux États-Unis. Donc, Mexique, plusieurs facteurs qui expliquent cette hausse-là. Donc, forte demande, problème d'approvisionnement. On a la devise aussi qui a été dévaluée dernièrement, donc permet de payer un peu plus cher pour le produit à l'extérieur. Donc, pour le Mexique, on prévoit quand même des prix élevés pour la suite, compte tenu du fait que la demande est bonne, qu'il y a eu aussi beaucoup de problèmes de maladies sur le troupeau. Donc, on n'arrive pas à reprendre le dessus sur la production locale, ce qui fait en sorte qu'on doit importer de plus en plus. Euh, un autre facteur aussi qui est critique puis qui se développe depuis 2 semaines, c'est la peste porcine africaine en Espagne. Donc, l'Espagne qui est le producteur le plus important, l'exportateur le plus important de l'Europe, qui a été touché par ces premiers cas. C'est encore là, c'est des sangliers sauvages, mais ce virus-là, en fait, on n'a pas la confirmation encore, mais ça serait sorti d'un laboratoire dans la région de la Catalogne, qui est une importante région productrice. Reste que plusieurs pays, dont la Chine, le Mexique peut-être en moins grande portion, achetaient beaucoup de l'Espagne. Donc, c'est sûr que il va y avoir un reshuffle, si on veut, du marché porcin à l'exportation, parce que l'Espagne est tellement important. C'est sûr que il y a plusieurs pays qui permettent encore l'importation de porc espagnol. C'est sûr que l'Europe, ça reste le marché principal pour l'Espagne. Puis il y a des ententes assez importantes dans l'Union européenne pour continuer de faire l'exportation
à travers l'Union européenne. C'est sûr il y a une régionalisation, donc c'est sûr qu'on ne peut pas vendre, acheter du porc qui vient de la région touchée, donc la Catalogne qui est dans le nord-est du pays. Euh, pour le reste, on peut continuer d'acheter du porc. On a le Japon, par contre, qui a barré toute l'exportation qui provient de l'Espagne. On a la Corée également, la Thaïlande, Taïwan. Donc ça, c'est des gros pays qui ont justement arrêté tout. Ils n'ont pas le principe de régionalisation en termes d'importation reliée à des pays qui sont affectés par la peste porcine africaine. Euh, c'est sûr que là, le prix en Espagne, je n'ai pas sur le graphique, mais a fortement baissé dans les dernières semaines euh, parce que là, ultimement, on perd beaucoup de son marché. Reste qu'on évalue à peu près à ce que l'Espagne a encore 75% de son marché. Euh, pour le reste, là, va falloir prouver qu'on a éradiqué le virus. Donc, ça va être plus difficile, un peu comme l'Allemagne qui a vécu cette situation-là dans les dernières années. Là, c'est rendu l'Espagne. Puis, comme j'ai dit, ce qui est triste, c'est que ça sortirait d'un laboratoire. Donc, ça, c'est ce qui maintient aussi, qui est une raison qui maintient les prix au Mexique élevés, puis peut expliquer aussi le rebond des prix aux États-Unis parce que euh, l'Espagne qui a des gros clients ont probablement les mêmes clients que les États-Unis, donc le Japon, la Corée, la Philippine, même chose, le Canada aussi, c'est tous des gros clients. L'Espagne, qui était un important fournisseur, soudainement perd une bonne partie de son marché. Donc, ça va être une situation qui va se développer de manière assez importante dans les prochaines semaines. Pour l'instant, il y a quelques petites fermes qui ont été affectées. Comme j'ai dit, c'est vraiment des sangliers sauvages qui se promènent, puis que pour l'instant, ça reste très, très, très localisé, des petits cas ici et là, mais c'est assez pour venir chambouler l'exportation euh, au niveau du portrait mondial du porc. En termes de Chine, la production chinoise, les prix du porc, on est encore à terre. La marge de production qui est négative, 37 US le porc. Donc, il y a pas. C'est sûr que un des gros clients de l'Espagne, c'est la Chine. Sauf que la Chine, elle n'a pas importé beaucoup de porc cette année, compte tenu du fait que là, on a un surplus. Il y a eu beaucoup de liquidation du troupeau. C'est sûr que c'est drivé par les demandes du gouvernement. On veut réduire notre troupeau de truies en dessous des 40 millions de têtes. Puis si on y arrive, on pourrait baisser la production environ de 5 ce qui nous ferait revenir au niveau de production de 2022, ce qui est quand même un important niveau, là, mais ça pourrait aider à faire remonter les marges au-delà de 0 pour l'instant, 37 négatifs. Donc, c'est sûr qu'en termes d'importation, la Chine n'est pas prévue d'être très active à moyen terme. En termes de performance des contrats à terme, je vous ai mis un peu la saisonnalité sur tous les mois. On peut voir quand même qu'on avait atteint les sommets fin septembre. Forte liquidation, probablement des spéculateurs avec le fait que les abattages étaient plus proche de 2025. On sentait vraiment l'aspect saisonnier qui rentrait dans les prix. Puis là, on rebondit depuis la fin novembre, ce qui porte, qui est pas une coïncidence, là, mais qui va de pair avec l'apparition de cas en Espagne de la peste porcine. Donc là, soudainement, les États-Unis qui peuvent venir prendre des parts de marché de l'Espagne, surtout par le Japon, la Philippines, Corée, qui sont des pays très importants. Plus on va loin, on voit en fait, c'est presque tout le temps un peu le même graphique. Donc, forte baisse, puis rebond. C'est sûr que plus on va loin, cette baisse-là a été plus contrôlée. Donc là, on revient, si on veut, au prix qu'on avait connu avant la baisse de fin septembre pour les prix d'été. Puis même pour les prix d'octobre, on commence à bâtir des nouveaux sommets pour l'année, mais on est encore loin des prix, des sommets en fait qu'on avait connus dans les dernières années. Prix des grains, donc on voit quand même que on demeure dans un environnement de prix faible au niveau des prix des grains, sauf qu'on a un petit rebond.
surtout drivé par le soya, donc le tourteau qui était à terre 270, 275 US la tonne courte. On a remonté jusqu'à 330, là on a rebaissé à 302. Reste qu'on est une vingtaine de dollars de plus que le creux de cette année. Pourquoi? Ben, c'est vraiment spéculation sur les achats chinois. À notre dernier appel, on avait discuté un peu de la nouvelle entente qui avait été mise en place entre les États-Unis et la Chine. Euh, Selon les États-Unis, la Chine s'est commise à acheter 12 millions de tonnes de fèves soya américaines cette année, puis 25 millions pour les années qui suivent par année. On est environ à 3 millions de tonnes de sécurisés. On a sécurisé la majorité de ces 3 millions de tonnes-là dans les premiers jours, si on veut, de ces promesses-là. Puis pourquoi je dis promesses confirmées par les États-Unis? Parce que la Chine n'a jamais vraiment mentionné de quantité. L'information est vraiment ressortie que des États-Unis. Donc, on n'a pas d'entente écrite, on n'a pas rien qui pourrait affirmer ce que les États-Unis démontrent. Reste que on a la Chine qui achète, ce qui est vu positivement par le marché, ce qui impacte à la hausse le prix des grains parce que la Chine, c'est tellement un joueur important dans le marché des grains, surtout dans le marché du soya, c'est l'importateur le plus important. Donc, on importe à chaque année plus de 100 millions de tonnes. Euh, à titre on parle de 12 millions de tonnes qui seraient exportées par les États-Unis vers la Chine cette année. C'est pas rien. Dans une année normale, c'est plus à 25. Donc, c'est pour ça qu'on mentionne le 25 qui serait exporté dans les années subséquentes. Reste qu'il y a quand même eu un recul. Pourquoi? Ben parce qu'elle a juste acheté 3. Il en manque 9 millions de tonnes. Initialement, les États-Unis avaient dit que ça va être acheté cette année, donc 2025. Puis là, on laisse sous-entendre qu'on n'a jamais dit ça, puis que c'était fin février que la Chine avait laissé sous-entendre qu'elle a acheté 12 millions de tonnes. Donc là, on s'achète un peu de temps au niveau des États-Unis, mais reste que on a quand même retombé de nos sommets vu par l'incertitude justement des Chinois qui achètent moins, qui ont ralenti leur rythme d'achat. Donc, prix à Chicago demeurent quand même faibles par rapport à l'historique. Quand on regarde les sommets de 2021, 2022, 2023, on est bien loin de ça. Mais on a quand même on a rebondi de notre creux en termes de maïs, soya et blé. En termes de fondamentaux aux États-Unis, on confirme la production qui est record, 426 millions de tonnes. On produit 3 millions de tonnes au Québec, donc 426 millions de tonnes, c'est la production aux États-Unis. Donc, juste remettre ça en perspective, c'est assez impressionnant. C'est sûr que là, avec grosse production, on vient bâtir les stocks. L'exportation roule à fond de train, par contre, aux États-Unis dans le maïs, ce qui ferait en sorte qu'on n'augmente pas plus que ça, mais reste que 52 millions de tonnes d'inventaire, c'est pesant, ce qui continue de faire pression sur les prix du maïs. Soya, on a une production qui est moins importante que l'année dernière. Reste qu'on est quand même dans une certaine stabilité. Cette année, on a semé beaucoup moins de soya que de maïs, mais l'augmentation en rendement est venue un peu stabiliser le tout. Par contre, quand on regarde la situation de manière mondiale, on voit quand même des stocks mondiaux très élevés, principalement qui mène la charge, c'est le Brésil qui augmente sa production d'année en année. Plus local maintenant, c'est sûr que là, je vous montre des prix qui sont faibles en termes de contrats à terme. Sauf qu'au Québec, on voit quand même des prix qui sont élevés. Pourquoi? Parce que on a la pire production de maïs au Québec depuis 2008. Là, je vous montre depuis 2018 seulement, mais on voit en fait la forte baisse par rapport aux années 2024, 2022, qui étaient des grosses années, 3,6 millions de production, à 2,95. Ça fait contraste à l'estimation de Statistique Canada pas plus tard que juillet dernier, où on s'attendait à une récolte meilleure que 2023, moins bonne que 2024. Mais justement,
la période des semis qui a été, bon, qui a quand même bien été, mais c'est vraiment en termes il y a eu trop d'eau, ça a été trop sec à certains endroits. Au final, on a vraiment eu un rendement moindre, donc on n'a pas atteint notre plein potentiel. On a perdu des ancrages, ce qui fait en sorte que on a une baisse d'à peu près 18% par rapport à 2024, qui fait pression à la hausse sur les bases. Donc, les prix à la bourse sont en baisse, mais le prix local demeure quand même assez élevé pour le maïs. Euh, pour le soya, c'est sûr que c'est de moins grande envergure. On a perdu un petit peu moins. L'impact est pas mal plus au niveau du maïs. Finalement, dollar canadien qui reprend quand même du poids de la bête dernièrement. On était dans les bas 71 sous, puis en l'espace de quelques séances, donc à peu près deux semaines, on rebondit de plus de 150 points. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, on a dollar américain essentiellement qui s'est effondré. On a peut-être moins de crainte au niveau des valorisations boursières qui sont surévaluées. Donc là, on est dans une tendance où le marché est plus dans une prise de risque. Donc ça, c'est tout le temps, c'est tout le temps des cycles. Donc si le marché est prêt à prendre plus de risques, on voit le dollar canadien qui prendrait plus de valeur face à un dollar américain qui perd de la valeur. Mais on a vu aussi un shift au niveau des données économique canadienne. On a eu une très bonne création d'emplois pour un troisième mois consécutif. Pour le long terme, on ne voit pas de baisse de taux d'intérêt en 2026. On voit peut-être même une hausse de taux vers la fin 2026 versus les États-Unis où la situation est à l'inverse complètement. On verrait deux baisses de taux en 2026. On vient de faire une baisse de taux la semaine dernière aux États-Unis. C'est sûr qu'il y a le politique qui viendrait se mêler là-dedans. Aux États-Unis, on sait que Donald Trump, le président actuel, aimerait que les taux baissent pas mal plus, donc pour un peu soulager les entreprises, soulager les investisseurs. Euh, Sauf qu'on a d'un autre côté la Fed, le président de la Fed qui lui maintient sur le cap. Par contre, son mandat vient à échéance. Il va être remplacé au début 2026, va être remplacé par quelqu'un qui a les mêmes valeurs, qui voit le même marché que Donald Trump. Donc là, c'est pour ça qu'on verrait potentiellement des pressions plus politiques pour baisser les taux de la Réserve fédérale américaine. Donc on verrait les États-Unis baisser les taux versus le Canada qui voit une stabilité, voire peut-être même une hausse vers la fin 2026, ce qui explique pourquoi la devise est en hausse. Au niveau des forecasts, par contre, on ne la voit pas monter plus que ça. On pourrait aller au-delà de 73 sous. Mais je vous dirais qu'on est pas mal dans la moyenne des prévisions des analystes pour le début 2026, puis milieu 2026. Après ça, on pourrait avoir une autre appréciation de la devise. Reste qu'il y a beaucoup de risques à ces prévisions-là. On a la renégociation de l'accord Canada, États-Unis, Mexique qui risque de faire parler au premier trimestre 2026. On le sait, avec Donald Trump, c'est jamais facile de négocier. Donc, ça va être très critique pour la suite des choses, puis pourrait causer beaucoup de volatilité en termes de devises. Quand on met tout ça ensemble, donc on a des valeurs de contrat à terme qui ont augmenté, on a les prix des grains à la bourse qui demeurent faibles, mais qui ont récemment plus chuté compte tenu du fait que la Chine achète peut-être un peu moins. Puis, on a une devise qui est en hausse, donc là, ça nuit un peu. Mais reste qu'on voit qu'en termes de marge brute de production, quand on regarde l'indice boursier, là, donc là, j'exclus toute composante en termes de base locale, ben, on voit une marge qui est très élevée par rapport à la moyenne. Donc, on parle d'à peu près 50 de plus que la moyenne des 10 dernières années pour juste février, ce qui fait en sorte que le marché donne une marge de production qui est très élevée. On avait chuté, là, on rebondit tranquillement, pas vite. Donc, voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à vous montrer avant qu'on passe à la partie de Stéphane. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Merci Jean-Charles. Je vais regarder rapidement. Je n'en vois pas pour l'instant. Sinon, écoute, on est toujours présent d'ici la fin de l'appel, donc on peut reprendre aussi des questions à la fin. Donc, je vais reprendre le lead de la présentation.
mon écran est partagé. Donc, on a le rapport qui est sorti là, au mois de décembre, pas de novembre, mais de décembre, là, le tout dernier rapport. Donc, le mois précédent, on anticipait une baisse de production de 1,09%, 1,10% de baisse. On est rendu presque à 1,2%. Et en termes de prix, on est autour là, de 8,9% de hausse par rapport à l'année passée. Si on regarde par rapport aux abattages, on est en baisse de 1,6. Vous vous souvenez, la dernière fois, les données n'étaient pas à jour, on était après 37 semaines et on était en baisse de 2,3. Donc, comme Jean-Charles l'a expliqué, il y a eu une accélération des abattages là, des dernières semaines, ce qui fait qu'on est venu abattre plus de porcs que l'année passée. Donc, ça a fait baisser là, le différentiel. En termes des protéines rouges et blanches, donc on est en baisse là, à peu près de 0,9%. Donc, vous pouvez voir, là, si on regarde de production par production, là, le bœuf en baisse de 4%. Donc, un peu moins élevé que la dernière rapport. Le porc est en baisse de 1,2. Le poulet est en hausse de 2,32 en hausse. Et la dinde en baisse de 5,84, ce qui est moins pire que le dernier rapport. Donc, en fait, le bœuf, le poulet et la dinde ont légèrement augmenté leur production, les anticipations de production pour 2025, et le porc a diminué par rapport à la version précédente. Pour ce qui est du marché des coupes, donc si on regarde là, les différentes, les dernières années pour la même période, on peut voir qu'actuellement, là, à 97 pour la moyenne 5 jours pour le cut-out, donc c'est la meilleure valeur depuis que le rapport, le LMPK 602, est publié. Ce qui fait en sorte qu'on a plusieurs coupes, que soit c'est le meilleur prix ou dans les top 3 des dernières années. Donc, soit qu'on remonte à 2014 ou 2022, 2021 pour avoir certaines découpes supérieures à l'année 2025. Mais si mettons, on prend l'exemple ici là, de l'épaule, ben, le meilleur prix c'est 2022, on retourne à 2014 et on s'en vient à 2025, ce qui fait que en ayant des très bons prix pour les autres découpes, ça fait en sorte de maintenir la valeur de la carcasse à ce niveau-là. Ce qui fait que grosso modo, on est tout près là, de 10% de plus là, que l'année passée, même un peu plus que 10. Là, si on fait 10% de 83, là, on ajoute facilement 8 sous, ça mènerait à 91. Donc, on est beaucoup plus proche là, du 16-17% de hausse par rapport à la moyenne historique pour la même date par rapport à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ans d'historique que l'on a. Pour ce qui est des exportations, donc c'est le dernier rapport qui a été mis à jour de septembre. Donc, de légère stabilité en termes de volume, en termes de valeur, une augmentation, ce qui fait que depuis le début de l'année, on est en baisse de 2% et en termes de valeur, en baisse de 2%. Donc, c'est surtout le marché domestique là, qui a été desservi avec une baisse des abattages. Ça fait en sorte qu'on peut aussi moins exporter. Les inventaires congés, il n'y a rien qui a été mis à jour. Probablement, d'ici une semaine, on devrait avoir des données mises à jour. Donc, on est vraiment sur le rapport du mois d'août. Donc, on va passer rapidement là-dessus. Pour ce qui est du marché du porc pour 2025, moi, c'est la moyenne arithmétique dans ce cas-là. Donc, 226,30 de prix de poule pour l'année. Et vous avez donc, au côté, là, au niveau de l'alimentation, vous avez là, une légère hausse par rapport à la même période de l'année passée, mais ce qui en fait quand même un prix d'aliment qui est très intéressant par rapport à ce qu'on a déjà vécu par le passé. Donc, un prix du porc qui est plus élevé que la moyenne et un coût d'alimentation qui est sous la moyenne. Ça nous donne l'année qu'on a actuellement là, avec des marges de profit très intéressantes en production porcine. L'Astra 2025, donc la financière a fait une première prévision là, début décembre. Donc, on estime un revenu stabilisé ajusté de 228,10, un revenu de marché de 253,67. Les cotisations sont connues, 4,42, 56 et 32. Ceux qui étaient là lors du dernier appel conférence, mes cotisations étaient beaucoup plus basses. En fait, c'est que je ne considérais pas ce qui est arrivé de nouveau en 2025, donc la stabilisation de la contribution. Donc, il faut capitaliser ce nouveau fonds-là pour justement, quand on va avoir des périodes plus difficiles, éviter que la cotisation s'emballe. Donc, il y a un double effet là, au niveau de la liquidité des entreprises. Donc, baisse de revenus, hausse des cotisations. Donc, ce qui donne pas de chance au niveau de la liquidité. Donc, c'est les montants qui devraient être considérés dans les prochaines années pour capitaliser le fonds. Donc, ce qui nous amène une cotisation à 4,42 et 56,32 pour l'année 2025. Vous avez au côté ma prévision qui avait été faite, là, qui est encore la même, là, que j'ai mis à jour. Donc, revenu de marché autour de 255, prix de pôle 226,30. Donc, peu ou pas de changement. 2026, donc un revenu stabilisé ajusté à peu près similaire. Il faut comprendre que là, on a un principe d'arrimage reporté au niveau des agri-investissements.
Donc, on va avoir l'année 2025 et 2026, ce qui fait qu'on part de notre revenu stabilisé moins l'arrimage des agri-investissements, ce qui nous amène un revenu là, stabilisé à peu près similaire. Un revenu de marché de 243, un prix de pôle de 215. Donc, c'est la photo de vendredi passé. PPMPA 2025, vous voyez, j'ai mis à jour là, le graphique. On s'aligne pour une année à 225,50 de prix de pôle. Ici, parce que les éleveurs n'ont pas encore corrigé l'historique du prix réel payé, mais on avait fait un avance qui fait qu'on est à 221 tout le long. Un instant, j'ai quelqu'un d'autre qui parle en même temps que moi. Un petit peu. Donc, à ce moment-ci, on regarde pour 2026. Donc, 2026, ce qui arrive, c'est que mes futurs cut-out depuis 3-4 semaines sont identiques. Ce qui fait la différence, c'est le futur de taux de change. Comme Jean-Charles l'a expliqué, là, on a une accélération du taux de change. Ce qui fait en sorte que quand on regarde nos prix, le 29 novembre, si je faisais une simulation, j'étais à 218 de prix de pool, le 6 décembre 216 et le 12 décembre 215. Donc, ça donne un peu une idée vers où qu'on s'enligne là, pour le début de l'année prochaine pour le PPMPA 2026. Si on regarde les JRM des éleveurs de porc, on a 256 de revenus, incluant l'indice. Donc, vous voyez là, les prix qui ont été qu'on a actuellement là, en date de vendredi passé. Et vous avez le haut de la période. Donc, on est dans certains cas, on commence à se rapprocher, là, 280 versus 288, 287, 293. Donc, vous voyez que l'écart s'est rétréci par rapport à l'appel conférence du mois passé parce qu'on était à 244 pour une moyenne de 11 mois. Là, on est revenu à 256. Pour ce qui est du prix des grains, donc si on regarde un peu la tendance pour les 6 prochains mois, donc l'information que Jean-Charles me fait parvenir, donc on aurait du maïs autour de 305 et du tourteau de soya à 507. Prochaine rencontre, 19 janvier et l'autre d'après le 16 février. Donc, pour moi, ça fait pas mal le tour. À moins qu'il y ait des questions particulières, je vais juste arrêter le partage et on va être en mesure de prendre vos questions. S'il n'y a pas de questions, je vais arrêter l'enregistrement.